Les éditions de la Plume, premier tome, La mémoire éidétique, écrit par Charles d'Anjou. Édito numéro 14, Le Seigneur des Anneaux. En quelques mots, ce n'est pas l'idée que nous soyons toujours liés à un destin funeste, mais que nous profitons de ce temps qui nous est imparti pour en faire ce que bon nous semble. Le Seigneur des Anneaux fait bien partie de ces ouvrages qui ont été adaptés plusieurs fois. Si les années 1970 ont donné une première version un peu Pink Floyd, où la meilleure scène se bataillait entre des hobbits en images de synthèse qui bougent et des Nazgûl qui ressemblent à des oriflammes noires et bleues sur fond rouge, on a bien heureusement eu une relecture moderne qui a su cantonner tout ça à ce qu'on appelle la communauté de l'anneau. Et donc, le premier tome sur 3. Il faut savoir qu'un long métrage, c'est toujours que 1 à 2 secondes répétées à l'infini. Pour des raisons que le LSD a tenté de faire sauter, une autorité connexe a chapeauté tout ça et qualifié de, et mettez des guillemets, long métrage, fermez des guillemets, une œuvre déjà dépassant les 55 minutes dans la totalité. J'en vois déjà sourciller par la pensée. Alors, je vais prendre un matériel mort. Vous savez, une caméra, on vous fait répéter jusqu'à des raclements de gorge qu'une image en mouvement est une vidéo. Laquelle vidéo, extraite à une caméra, fonctionne par une superposition de sacro-saintes 24 images par seconde. Oh, illumination, si cela fonctionnait vraiment comme ça, nous serions enfouis sous les écrits avant d'accéder à ne serait-ce qu'une vidéo, puisque, en permanence, un corps adulte verrait tour à tour une caméra sectionnée et enfin un double de lui-même écrire n'importe quoi, et vous avez compris, les 24 images d'un coup, chaque seconde donc, avant de se raidir d'effroi en se demandant s'il est l'homme ou l'animal. Ouvrez une parenthèse. Comme soit, ou la prochaine personne à nourrir la réplique. Fermez la parenthèse. Bon, c'est l'ombre qu'on a du mal à dire. John Carpenter, à qui le Seigneur des Anneaux ne doit rien, a passé sa vie à insister sur 2 choses, 2 points. Dans The Thing, ceci est un titre et c'est de l'anglais, il insiste que la créature sera toujours un suspense. Néanmoins, comme tout bon petit-fils de médecin, il indique où et en moyenne combien de fois par jour vous pouvez trouver la vraie différence entre l'homme et l'image. Dans le pire des cas, c'est une image de vous. Ouvrez une parenthèse, il y a 2 propositions, the, la première, et thing, la deuxième. Donc 2 fois par jour aux toilettes en moyenne. Fermez la parenthèse. Cette introduction délurée aurait pu constituer le principal et l'intérêt d'une autre chronique que j'annonce ici, plus généralement sur les longs métrages. Mais, dans le cas unique du Seigneur des Anneaux, cela vient réellement servir les artistes. Le Seigneur des Anneaux, donc, commence dans la comté. Et ne me jugez pas, je l'ai vu, je sais qu'il y a une ellipse fort sympathique au début. Il s'agit de préciser ce qui est élémentaire ici. 2 points. Si un livre fait l'objet d'une adaptation par la suite, le très bon critique présente succinctement les 2 formes de l'œuvre, sauf cas exceptionnel, pour tout ce qui n'est qu'annoncé pour une date extrêmement proche. Tolkien a ainsi écrit le livre
avant de s'interrompre pour s'engager dans la Première Guerre mondiale. On attribue à Peter Jackson ce monument qu'est l'adaptation en 3 volets, chacun couvrant presque à la perfection le chapitre initial et le chapitre final des 3 livres. S'il est aujourd'hui accepté qu'après un siècle à figurer dans les rangs des librairies, un ouvrage tombe dans le domaine public, c'est en grande partie par l'émoi que Le Seigneur des Anneaux a provoqué, où tout public que nous sommes avons eu autant d'interprétations différentes. Fixer une image, 1 à 2 secondes maximum, et la répéter à l'infini ne m'a jamais paru aussi évident qu'avec Le Seigneur des Anneaux, moi qui avais d'abord jugé la ficelle trop grosse avec un Indiana Jones, et qui a, je suis obligé de le constater, réglé le scope, la mire, le champ visuel, enfin, vous comprenez. Je ne saurais vous gâcher le film, si c'est entendu, sur l'ensemble des 10 heures que recouvre, ouvrez une parenthèse, il faut croire certaines horloges humaines, fermez la parenthèse, la trilogie cinématographique. Mais enfin quand même. Vous prenez un pré, une herbe si verte et chatoyante que vous ne savez pas si votre siège va vous retenir et si vous allez tomber dedans, et plus les secondes s'égrènent, plus vous découvrez votre reflet en la personne de Frodon Sacquet. Puis une charrette parcourt une sorte d'arc de cercle et sait s'arrêter en haut d'un chemin qui serpente, semblant indiquer le pas d'une maison, et c'est une tablée si floue qui vous offre 1000 mets au visage humain pour vous entraîner vers un quatuor chaudement habillé par la marche. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On a donc, pour le plaisir de la langue sportive, en quelque sorte, noirci la feuille. Je refuse de dévoiler trop précisément le nom des protagonistes et l'opposition des forces dans aucun des volets du film. L'amateur du genre héroïque fantasy est servi puisque l'on parle assez vite des races sur Terre et que cette Terre-ci s'appelle la Terre du Milieu. Magiciens et elfes et nains escortent assez vite humains et comparses, et l'aventure est menée à une telle cadence qu'il semble désormais évident pourquoi nos héros du départ forment la race des hobbits, unique dans toute la littérature. Et ouvrez une parenthèse. L'anglais donne halflings, c'est-à-dire semi-homme. Fermez la parenthèse. Qui n'a alors pas compris que la version synthétique sur laquelle se jettent aujourd'hui les Reddit et les cyber-loueurs de films est bel et bien la version qu'une caméra professionnelle, motivée par un clap, vous imprime sur une bobine, elle-même transportée en trombone, et ainsi montée dans les salles noires en cabine de projection. Qui n'a pas non plus compris qu'un écran de salle est bien chaud, et qu'une lumière de cabine est bien froide, et que l'œil maintient tout ça pour le plaisir du corps, ce qui irrémédiablement démultiplie les têtes de chérubins, allonge les corps qui les découvrent en toute splendeur. Ici, c'est Gandalf, et insiste encore plus sur la personnalité de l'angelot de chacun des 4 hobbits au premier plan de l'aventure. Qui ne se lasse pas inconsciemment de ces 4-là, qui semblent manger toutes les heures au lieu de 6 ou plus entre 2 repas, et qui paraissent tellement déconnectés du reste de la communauté de l'anneau que lecteurs ou spectateurs semblent jouer aux devinettes. Gandalf
l'Ilúvatar, c'est une partie de son personnage. Est-il un homme mort, touchant le Valhalla dès les premières secondes? Ouvrez une parenthèse, ce sont les rivages blancs, ainsi est leur nom, dans tout le lexique proprement elfique. Tient-on de Tolkien ou de ses frères anglais une ou deux bribes de ce qu'est la mort pour ce siècle-là? Plus les semi-hommes se déplacent, plus les monts, les plaines et les cavernes se heurtent à la communauté. Deux hommes, assez fous, comptent vite les tuer de leurs mains et subodorent d'autres cadavres, plusieurs royaumes plus loin. Et si Bilbo Saquet avait été un compagnon domestique des nains d'Erebor? Et si Frodon, qui est son neveu, était celui de Boromir, de Gimli ou de Legolas? Il tournerait si court en réplique qu'un anneau lui aurait été donné devant Elrond, seigneur de Foncombe, avant la plus grande ballade qui puisse précéder un trépas. Et Gollum serait tout signe de démangeaison ou de décomposition. Cette première lecture morbide m'a permis de ne pas en dévoiler plus, puisqu'il manque le principal dans le camp que je n'exploiterai pas ici. J'ai nommé les méchants. En dernier axe de cette chronique, je tâcherai de brièvement aborder le sujet de la famille. Il y a de nombreux liens du sang qui ne fonctionnent que entre deux personnages seulement, et on les retient facilement grâce au dialogue ou des images étonnamment convaincantes pour les films. Mais enfin, les yeux quand même, il faut apprendre à les reposer. En tout et pour tout, la Nouvelle-Zélande s'est vue gratifiée de tous les décors extérieurs où il n'y a 3 fois rien niveau constructions humaines et des plateaux à en faire pâlir les dresseurs de chevaux ou d'aigles de notre pays. On pense que Gimli fut inspiré par Éithri, orfèvre personnel du dieu Thor, qui lui fit son marteau. Celui-ci avance quelques cousins issus de Germain. Gandalf semble tout droit sortir d'une description d'Odin, père du précédent dans la mythologie nordique. Enfin, et notez bien le pluriel, les anneaux de Nidhogg constituent une grosse moitié des légendes de la même région, toujours la Scandinavie, gardées par les serpents aux ordres de Loki et du roi des glaces. Elrond, quant à lui, connaît si bien sa fille qu'on y devine Ariane, célèbre pour son fil, et on accepte volontairement de confondre Aragorn avec Thésée. Si Boromir est si véhément et Faramir, son jeune frère, si retiré, quelqu'un peut y reconnaître Romulus et Rémus ou encore Hector et Paris.